Bonjour à tous. Voilà, je voulais préciser quelques petits éléments, bon, que vous avez dû apercevoir. Juste que donc déjà, vous avez bien vu que la réunion était enregistrée. Bon, je crois que tout le monde a éteint ses micros, donc on procédera aux questions plutôt en fin de présentation, comme d'habitude. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie de participer à ce webinaire. À l'origine, en fait, ce sujet autour des systèmes de distribution et de stockage d'hydrogène liquide en off-road et pour la mobilité lourde au sens large, en fait. L'idée était de répondre à une demande de la profession des engins de travaux publics et mines. Donc l'idée, c'était de regarder les usages de l'hydrogène liquide dans la mobilité lourde au sens large, ainsi que les applications en cours et futures, de regarder les différents modes de distribution et de stockage qui faisaient intervenir donc l'hydrogène liquide, voilà, donc, et puis au passage de faire un état des lieux des projets, des acteurs, voilà, qui étaient sur ce terrain. Voilà, sachant que le périmètre était autour de des transports, de la distribution et des usages, en se concentrant sur la mobilité lourde et off-road. Évidemment, la mobilité lourde parce que évidemment, c'est ce qui se rapproche le plus de l'off-road et pour lequel on a, un certain nombre d'exemples, intéressants à présenter. Voilà, sans plus attendre, je vais laisser la parole, à Enerca, en l'occurrence, la présentation par Isabelle Campin. Nous vous écoutons. Bonjour, bonjour à tous. Isabelle Champon, d'Enerca Conseil. Enerca, en 2 mots, accompagne les acteurs dans le déploiement de la filière H2. Alors, je vais peut-être juste activer ma caméra pour que vous me voyez bien. Hop, et du coup, je repartage mon écran. Hop. Voilà, je vais vous présenter ce dossier de veille sur les systèmes de distribution et de stockage d'hydrogène liquide pour les applications off-road et mobilité lourde. Les objectifs de cette présentation sont au nombre de 3. C'est tout d'abord vous présenter les usages de l'hydrogène liquide dans le cadre de la mobilité off-road et mobilité lourde, en balayant les avantages et verrous majeurs de cette technologie. On va aborder tous les modes de distribution et de stockage qui font intervenir l'hydrogène liquide et on va faire un petit état des lieux, des projets et des acteurs en lien avec cette thématique. Donc pour ce qui est du périmètre, comme l'a rappelé Monsieur Guégan, on va s'intéresser au transport, distribution et usage de l'hydrogène liquide et dans le cadre de la mobilité lourde et off-road. On abordera une vision marché de l'hydrogène liquide, euh, et on fera une petite synthèse technique avec les avantages et verrous majeurs. Donc pour ce qui est du sommaire que l'on va suivre, on va commencer par une petite introduction. Ensuite, on abordera l'aspect des stations de distribution, avec un focus sur les stations de distribution avec un réservoir de stockage d'hydrogène liquide. Ensuite, on passera aux aspects de transport de l'hydrogène liquide. Finalement, en troisième partie, on abordera l'hydrogène pour la mobilité, mobilité off-road et poids lourd, en se consacrant plutôt à l'hydrogène liquide pour la mobilité poids lourd euh, et plutôt l'hydrogène gazeux pour la mobilité off-road. On fera un panorama de quelques acteurs et projets en cours. Et
Ensuite, en 4e partie, on abordera les réservoirs de stockage, d'hydrogène liquide embarqués, au sein des véhicules et on finira donc par les principaux verrous et enjeux, mis en évidence dans ce dossier de veille. Alors, tout d'abord, l'hydrogène, donc c'est un vecteur énergétique, donc qui connaît un fort, développement actuellement. Dans le cas de la mobilité, un des enjeux, ça va être de stocker un maximum d'hydrogène dans un volume et poids restreint, de manière à maximiser en fait l'autonomie des véhicules à hydrogène et notamment, quand on parle de mobilité lourde. Donc il existe plusieurs, types de stockage. On va avoir du stockage gazeux, du stockage, liquide et un stockage, cryocomprimé, donc dans des conditions bien spécifiques, à la fois haute pression et très basse température. Donc nous, on va plutôt s'intéresser au stockage liquide. Donc l'intérêt de liquéfier l'hydrogène, c'est d'augmenter la densité, du fluide pour pouvoir, stocker, plus de masse dans le même volume. Donc si on fait un petit point sur, la liquéfaction de l'hydrogène, donc c'est un procédé qui est coûteux et énergivore, donc avec une consommation électrique moyenne d'environ 10 à 12 kWh par kilo d'hydrogène, pour les liquéfacteurs conventionnels. Donc il faut un niveau, technologique de cryogénie avancé pour, liquéfier et maintenir, l'hydrogène sous sa forme liquide. Donc une température, de -253°C à pression atmosphérique, donc c'est une très basse température, donc température cryogénique et le procédé va comprendre, 2 circuits, fluidiques, donc un cycle de réfrigération pour produire l'énergie froide et un système, d'alimentation d'hydrogène gazeux qui va utiliser cette énergie froide pour rendre liquide l'hydrogène. Donc les inconvénients de ce type de technologie, ça va être, l'isolation, des matériaux. Donc pour éviter tout ce qui est transfert thermique entre l'intérieur du réservoir de stockage et l'environnement extérieur. Donc ce qui passe souvent par une isolation, multicouche ou l'utilisation d'un vide. Hem, le processus de ravitaillement, en carburant et le boil off qui est lié donc à la perte d'hydrogène par, évaporation pendant les périodes de stockage. Hem Donc ensuite, j'ai mis quelques capacités, de production de liquéfacteurs implantés, par différents acteurs, donc Air Liquide, Chart Industries et Line 2. Donc comme ordre de grandeur, pour Air Liquide, par exemple, c'est des liquéfacteurs entre 600 et 1 500 litres par heure, alors que, par exemple, pour Line 2, on balaye une gamme un peu plus large entre 150 et 20 000, litres par heure. Donc, on va vous présenter en fait, les résultats, de cette étude donc qui a été réalisée, à l'aide d'entretiens. Donc on a entretenu, différents acteurs, du domaine, pour différents critères qui répondent à cette étude. Donc, pour ce qui est des stations de distribution avec un stockage liquide et le transport d'hydrogène liquide, on a pu, avoir des enseignements donc de Air Liquide, Line 2 et Chart Industries. Pour ce qui est, des engins off-road et de l'application hydrogène dans ce type de mobilité, on a pu avoir, des enseignements de JCB et Liebherr et donc pour la mobilité lourde, on a pu avoir, des enseignements donc de Air Liquide Ligne 2, Chart et Daimler Truck. Donc on va tout de suite passer au cas des stations de distribution. Donc généralement, les stations de distribution qui sont implantées actuellement, dans le monde utilisent donc une chaîne d'approvisionnement en gaz. Donc c'est-à-dire qu'on a des réservoirs de stockage gaz et on distribue en gaz. Le challenge en fait, ça va être de soutenir, les quantités qui sont distribuées donc avec cette chaîne d'approvisionnement en gaz et donc c'est, heu, avec des quantités donc usuelles qui sont transportées, par, camion d'environ 400, kilogrammes d'hydrogène pour un camion tube trailer. Donc l'objectif dans les prochaines années et qui sont plus ou moins déployées actuellement dans le monde, ça va être de répondre à un approvisionnement plus poussé, plus massif. Donc si on a par exemple une flotte de 100 poids lourds par jour, on va avoir, environ 50 kilogrammes d'hydrogène embarqué par poids lourd, ce qui équivaut à 5 tonnes
tonnes pardon, de consommation d'hydrogène par jour. Et donc ça équivaut à 10 à 12 camions tube trailer. Donc ça fait énormément de transport d'hydrogène. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir une chaîne d'approvisionnement liquide pour répondre donc à cet enjeu. Euh, donc, c'est à la fois pour répondre au coût de la chaîne d'approvisionnement gaz, compte tenu du déploiement massif de l'hydrogène à grande échelle, et aussi les capacités donc journalières qui sont limitées avec cette chaîne d'approvisionnement gaz. Donc, on aborde le cas des stations de distribution avec un stockage d'hydrogène donc sous forme liquide, mais on distribue bien en gaz. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais les LHRS pour Liquid Hydrogen Refueling Station. En français, on dit plutôt des stations de distribution avec un stockage d'hydrogène liquide. Donc, pour une petite présentation de ce type de station, on a donc un réservoir de stockage d'hydrogène liquide. Donc, c'est souvent environ 20 mètres cubes pour 1000 kg d'hydrogène. Donc, c'est une pression maximale d'environ 10 bars. Donc, dans des conditions de température cryogénique pour avoir de l'hydrogène liquide. Ensuite, on a une conduite isolée donc, entre ce réservoir de stockage et la pompe cryogénique qui permet en fait de transférer le fluide du réservoir jusqu'au réservoir tampon sous forme de gaz. Et donc, c'est au sein de cet organe de pompe cryogénique qu'on va avoir le changement d'état ou un changement d'état partiel selon les capacités de la pompe. Donc, on verra dans les slides suivantes un petit focus sur ces deux organes, le réservoir de stockage et la pompe cryo, qui sont vraiment les organes différenciants de ces stations de distribution avec stockage liquide, puisque ensuite, le réservoir de stockage haute pression, le distributeur, ce sont des organes qui sont les mêmes que pour une station de distribution plus classique avec réservoir de stockage gaz. Donc ensuite, ici, il y a quelques photos en fait, de stations de distribution avec stockage liquide qui sont implantées de par le monde. Donc, par exemple, à Auckland, aux États-Unis, au Japon, on voit ici à l'arrière le réservoir d'hydrogène liquide, ou alors plus proche de nous, en Allemagne, à Munich, donc avec ici le réservoir de stockage liquide. Donc, si on fait une petite comparaison en fait entre ces deux types de stations de distribution, donc avec stockage gaz ou avec stockage liquide. Donc à gauche, on a les informations pour le stockage liquide et à droite, les informations pour le stockage gaz. Donc on a évidemment le réservoir de stockage qui est différencié, donc qui est sous forme d'hydrogène liquide pour les LHRS avec une température cryogénique et une pression faible. Donc on a dit des pressions jusqu'à 10 bars et des températures autour de moins 242 degrés, puisque selon la pression, on va avoir l'hydrogène liquide à plus ou moins haute température entre guillemets, hein, parce que ça reste des températures cryogéniques. Tandis que pour les réservoirs, les stations de distribution GHRS, on a donc de l'hydrogène sous forme gazeuse à température ambiante mais à haute pression. Pour ce qui est du remplissage du réservoir, pour les stations LHRS, c'est principalement du transfert donc d'hydrogène liquide du trailer, donc du camion cryogénique en fait, au réservoir de stockage, alors qu'on va avoir de l'échange en fait de tubes trailer pleins contre vide pour les stations avec stockage gaz. Finalement, le dernier point qui différencie, ça va être le système de pressurisation. On utilise donc une pompe liquide cryogénique au sein de la station LHRS, alors qu'on utilise un compresseur pour les stations GHRS. Donc, c'est vraiment ces trois points-là, le stockage, le remplissage du réservoir de stockage et le système de pressurisation qui différencie entre les deux. Donc, si on passe aux infrastructures en fait présentes dans les stations de distribution avec stockage d'hydrogène liquide. On va s'intéresser ici donc avec un exemple de la station Linde 2 à Auckland, donc qui représente ici les infrastructures de cette station. Donc nous, on va plutôt se focaliser sur le cadre rouge ici, où sont localisés donc le réservoir d'hydrogène liquide ici et la pompe cryogénique ici qui est cachée derrière le châssis. Donc, pour ce qui est des réservoirs
de stockage d'hydrogène liquide. Donc, on a les conditions de température et pression que j'ai déjà précisées. Donc, on a différents types d'isolation pour ces réservoirs. Donc, on a l'isolation multicouche, en fait, qui consiste en plusieurs couches de feuilles d'aluminium alternées avec un matelas de fibre de verre pour éviter le rayonnement thermique. On a l'isolation sous vide aussi, qui permet donc d'isoler des transferts thermiques. Et généralement, ces réservoirs de stockage sont avec des parois assez épaisses en aluminium ou en acier, donc 316L en général. Donc il faut bien sûr des matériaux qui ne soient pas sensibles à l'hydrogène, donc pour éviter tout ce qui est fragilisation à l'hydrogène. Et le choix est laissé quand même assez libre aux acteurs pour leur décision de choix des matériaux. Donc pour ce qui est des ordres de grandeur, on a des réservoirs de 0,5 à 4 ou 5 tonnes d'hydrogène selon les applications. Et 1 tonne d'hydrogène, ça peut correspondre à environ 20 mètres cubes. Mais après, là encore, ça dépend de quelle pression on se situe dans le réservoir. Pour un ordre de grandeur de CAPEX, pour un réservoir d'1 tonne, c'est entre 20 000 et 30 000 euros. Donc si on passe aux pompes cryogéniques, donc l'objectif, c'est vraiment de transférer en fait l'hydrogène liquide à des débits allant jusqu'à 100 kg par heure et atteindre des hautes pressions en sortie. Donc la pompe, elle est submergée dans un bain à double enveloppe, souvent sous vide donc, pour éviter les transferts thermiques, et elle est constituée donc de 2 chambres. Donc il va y avoir l'hydrogène liquide qui va s'écouler dans une première chambre, donc à température cryogénique, et il y a le mouvement ascendant du piston qui va comprimer l'hydrogène environ 6 bars, donc assez faible pression, qui va le pomper en fait simultanément dans la deuxième chambre, et c'est dans cette deuxième chambre qu'il va être comprimé donc à 900 bars, où il subit donc ce changement d'état liquide-gaz. Donc on a des avantages de ces pompes cryogéniques qui sont donc un faible encombrement et une grande capacité, et elle va minimiser en fait l'énergie requise parce qu'elle va comprimer directement l'hydrogène donc de sa forme liquide à l'hydrogène gazeux. Les inconvénients, ça peut être le coût de la pompe cryogénique qui est quand même un point clé de cette station avec assez peu d'acteurs sur cette technologie. Des maturités qui sont encore assez peu développées et la fréquence des maintenances. Donc l'un des challenges qu'on a pu faire remonter via nos entretiens, c'est de contrôler donc la vitesse du piston de la pompe afin d'éviter en fait le boil-off si la vitesse de la pompe est trop rapide. Donc si on passe aux principaux enseignements qu'on a pu retenir des entretiens qu'on a réalisés donc avec Air Liquide et Ligne 2. Donc pour ce qui concerne les stations de distribution avec stockage d'hydrogène liquide, les stations de distribution sont principalement implantées aux États-Unis, en Corée du Sud et au Japon. Donc pour différents applicatifs qui peuvent être des chariots élévateurs, mais aussi tout ce qui est mobilité un peu plus conventionnelle, vélo, voiture, poids lourd. En France et en Europe, au contraire, on a assez peu de développement sur cette technologie. Donc il y a une absence de maturité parce que le marché n'est pas encore développé, mais aussi parce qu'il y a assez peu de liquéfacteurs qui sont implantés sur le territoire, et donc on va avoir un problème d'offre et de demande finalement. Mais aussi, l'un des enjeux qui limite ce développement, c'est l'absence de réglementation au niveau des usages mobilité et de l'hydrogène liquide. Donc finalement, c'est la première station installée en France qui fera jurisprudence. Parce qu'actuellement, donc il n'y a aucune station avec stockage d'hydrogène liquide qui est implantée en France. Alors qu'il y en a une, comme on a vu en Allemagne. Voilà, et donc finalement, les axes de recherche dans le futur, ça va être le développement des stations liquide to liquid, donc c'est-à-dire avec stockage d'hydrogène liquide et distribution en liquide. Donc il y a Ligne 2 qui travaille sur le développement de ce type de station, et il y a aussi les stations avec stockage cryocomprimé, et là aussi c'est un axe de recherche chez Ligne 2. Donc on va passer maintenant
au cas du transport, de l'hydrogène liquide. Donc ce transport est assuré donc par un camion, citerne, donc comme on voit ici, sur cette image. C'est un camion citerne cryogénique, donc constitué d'un réservoir de stockage d'environ 40 m3, là aussi pressurisé jusqu'à, une dizaine de bars. Ce sont donc des réservoirs en acier. Donc c'est actuellement une technologie qui est mature, le transport cryogénique, donc qui est destiné à des transports, assez longue distance, donc avec un rayon logistique de 500 kilomètres. Hem, Plutôt pour des applications donc dans le spatial ou des usages industriels qui vont requérir une grande quantité d'hydrogène, donc plutôt synthèse de l'ammoniac, ce genre de procédé. Donc pour ce qui est du remplissage du réservoir de stockage liquide à partir du camion cryogénique, on on va faire ce transfert avec une connexion, par, une ligne flexible en fait, et donc on peut avoir, donc on voit sur l'image ici, le le flexible, pardon. Hem Et ensuite, on peut effectuer ce transfert donc soit avec une pompe cryogénique, l'inconvénient, ça va être le coût de la pompe et la fréquence des maintenances, ou alors on peut aussi l'effectuer par différence de pression en plaçant un petit échangeur en fait, au sein de la remorque cryogénique, et de monter en pression dans la citerne pour, faire le delta P qui permet de transférer l'hydrogène jusqu'au réservoir de stockage. Donc l'inconvénient, c'est que ça va être un transfert qui va être plus long et qu'il faut aussi évacuer la pression au sein de ce camion citerne. Donc ensuite, on va passer, au matériel roulant, et à l'état de l'offre en fait, qui va être abordé dans cette étude. Donc si on regarde à gauche ici sur les engins off-road, hem, on va aborder donc différents types d'engins avec un état de l'offre actuel qui est plutôt, hem, sur des engins électriques à pile à combustible, alimentés donc par d'hydrogène gazeux, ou alors des engins thermiques, donc à moteur hydrogène qui sont aussi alimentés par de l'hydrogène gazeux. Si on se fixe une autonomie, attendue, en fait, et plutôt espérée, ça serait 12 heures d'autonomie avec des exemples d'acteurs, comme JCB, Liebherr ou Anglo American, comme on le verra par la suite. Alors que si on regarde ici à droite pour les poids lourds, on s'est focalisé plutôt une offre avec, de l'hydrogène liquide, pour, des engins à pile à combustible, pour une autonomie d'environ 1000 kilomètres, et avec des acteurs comme, Hyzon et Chart Industries, donc qui sont en partenariat, Daimler Truck et Linde, Faurecia et Air Liquide. Voilà pour les types d'acteurs. Donc, voilà quelques exemples, de l'offre en fait, pour les engins agricoles ici à gauche. Donc avec, Charrier, qui propose donc un rétrofit de tracteur John Deere. Hem pour les engins agricoles, on a aussi, un véhicule hybride, diesel, hydrogène ici, donc avec un stockage de 11,5 kilogrammes d'hydrogène, qui est un tracteur, de marque New Holland. C'est un démonstrateur lancé aux Pays-Bas. Et il y a aussi Kubota, un acteur, japonais qui travaille sur une typologie de tracteurs donc à pile à combustible. Donc là, l'objectif, c'est de proposer un prototype en 2023 pour une commercialisation en 2025. Hem, Avec un prix de l'ordre une majoration de 40 donc par rapport à l'alternative, on va dire diesel. Si on se focalise un peu plus sur les engins, un peu plus spéciaux, heu, allant par exemple de la proposition d'une dameuse, en fait, de Prinoth, l'acteur Prinoth italien, avec une pile à combustible, et moteur électrique avec une autonomie de 4 heures, donc un assez gros, engin, on va dire. Il y a aussi une offre, de Richteka pour, l'utilisation, dans les ports, principalement, avec plusieurs offres, pile à combustible ou moteur à combustion interne. Une consommation d'hydrogène d'environ 40 kilogrammes par jour, avec une gamme de prix, un peu estimée, donc pour une puissance de 250 kilowatts, donc 40 kilogrammes par jour.
On a aussi des acteurs qui proposent ici, de transport de conteneurs, en fait, donc avec, Gossin en France. Hem Terberg aussi aux Pays-Bas. Là, avec une consommation de 8 à 10 kilogrammes par jour pour une autonomie annoncée de 8 à 10 heures. Si on regarde un petit peu, plus les engins, donc type, engin de mine, donc chargeuse souterrain. On a ici un rétrofit de véhicules qui a été proposé pour un projet, qui a été mené donc aux États-Unis entre 2004, et 2008. Hem, C'était donc de proposer un chargeur à pile à combustible, donc elle est testée dans une mine du Nevada, pardon. Et on a aussi un projet, hem de foreuse, donc avec une typologie hybride, diesel hydrogène, donc pour réduire en fait, de 50 les émissions de CO2, mais aussi les émissions de particules. Donc avec une consommation, de 100 litres par jour, heu, en diesel. Donc là, on va faire un petit focus, sur une offre qui a été proposée, récemment, donc d'un camion, minier, présenté ici, qui est porté par la société minière anglo-américaine. Le projet, s'appelle, NewGen Zero Emission Haulage Solution. C'est un camion minier qui va consommer de l'hydrogène, gazeux. Hem, c'est un projet démonstrateur, en fait, avec une capacité, de 290, tonnes, possibles dans la benne. Ce camion, c'est un rétrofit, en fait, qui est à la fois, qui utilise à la fois donc une pile, à combustible et aussi une batterie. Donc il y a moitié-moitié moitié pile et moitié batterie pour fournir la puissance, en fait, nécessaire au fonctionnement de cet engin off-road. Donc, les partenaires, sont principalement, Engie, pour produire l'hydrogène vert, Ballard pour la production en fait des piles à combustible, donc PEM, et Nprox pour le stockage d'hydrogène embarqué. Pour l'avancée en fait du projet, en mai 2022, ils ont lancé donc un programme de test, dans la mine, d'Anglo-American. Les avantages qu'ils ont pu mettre en évidence, c'est des performances similaires aux camions diesel, avec moins de bruit et forcément moins d'émissions de gaz à effet de serre. Ils ont aussi mis en évidence qu'il y avait moins de maintenance. Donc à voir sur plus long terme, je pense, pour avoir un REX un peu plus représentatif. On a pu, entretenir JCB, un constructeur de moteurs, pour engins de chantier au Royaume-Uni, qui travaille et qui propose, des offres, d'engins, off-road, donc fonctionnant là encore à l'hydrogène gazeux. Il travaille sur 2 axes de développement. Un premier pour proposer des excavateurs électriques à pile à combustible, et le second, pour proposer des excavateurs, à moteur, thermique à moteur, hydrogène. Hem donc, ils ont un objectif, beaucoup plus proche de commercialisation pour, les excavateurs thermiques à moteur hydrogène, avec un objectif en 2023, alors que l'objectif pour les piles à combustible est en 2030, parce que, hem, ils voient plus d'avantages avec, les les, les les excavateurs thermiques, et plus de challenge en fait avec les engins munis de piles à combustible. Donc si on se focalise un peu sur les challenges observés, ça va être, actuellement le prix de la pile à combustible qui est encore trop élevé par rapport au prix, final de l'excavateur. Hem, si on prend un peu des chiffres, la pile à combustible, entre 80 et 100 000 €, pour le prix d'un excavateur qui est autour de 150 000 € pour une pelle de 20 tonnes, qui est représentée, ici. Hem, il y a tout ce qui va être sensibilité, à la poussière, et l'occupation le volume occupé en fait par le système de refroidissement de la pile à combustible. Donc on a un problème de place au sein de l'engin, mais aussi de ce qui va être formation et maintenance des techniciens pour réparer ce type d'engin avec une technologie qui est quand même sensiblement différente, des moteurs à combustion. Hem
Pour ce qui est des partenaires, finalement, ils travaillent avec assez peu de partenaires, heu, simplement avec, un fournisseur donc, pour la pile. Ils font leur R&D en interne, et ils travaillent aussi donc, sur l'approvisionnement d'hydrogène sur le chantier, notamment par le biais de stations, donc stations mobiles pour pouvoir approvisionner l'hydrogène. Donc ils sont pas, heu ils se focalisent pas, on va dire, sur, l'approvisionnement en hydrogène vert. Donc ça, c'est, un point un peu sensible. Eux, ce qu'ils cherchent à proposer, c'est une offre pour approvisionner l'hydrogène, donc à un coût raisonnable. Et par contre, ils ont pas d'objectif d'hydrogène, liquide dans ce type d'engin off-road, en tout cas pas actuellement, ni dans un futur proche. Donc on a pu aussi, entretenir, Liebherr, pour, avoir un peu une comparaison, avec JCB. Donc ils sont aussi fabricants d'engins, donc là en Allemagne. Donc ils sont aussi sur, proposer une gamme, d'engins qui vont consommer donc de l'hydrogène gazeux. Donc pour l'offre qu'ils proposent, c'est des engins qui sont par exemple électriques à batterie ou électriques à pile à combustible, et ils proposent aussi, des engins thermiques, donc à moteur à combustion hydrogène. Donc là aussi, ils sont plutôt, lancés, on va plus en avance sur les engins, thermiques à moteur à combustion hydrogène, donc avec un partenariat avec MAL pour le développement de la préchambre de combustion. Hem, donc ils poussent donc plus cette technologie, et en fait, pour le choix de la technologie, donc selon si ça va être un moteur thermique, combustion interne ou moteur électrique à pile à combustible ou à batterie, hem, en fait, ça va vraiment dépendre de la taille et de la masse de l'engin de chantier et vraiment du domaine d'application. Donc les challenges qu'ils ont pu observer, ça va être, les cycles, en fait, avec les variations brusques de fréquence et de charge pour les piles à combustible. Là aussi, il faut remonter une sensibilité donc à la poussière et à la chaleur, et une sensibilité aussi à tout ce qui va être, vibration, donc qui peut être, un gros challenge donc sur les engins de chantier. Et par contre, pour Liebherr, ils ne sont pas, ils ne travaillent pas en fait sur l'approvisionnement d'hydrogène sur le chantier, ils le font par le biais de partenaires. Donc si on passe à une gamme, proposant donc une offre, poids lourd qui va consommer donc de l'hydrogène liquide, on a donc l'acteur, Daimler Truck qui propose, une offre poids lourd, qui promet donc jusqu'à 1 000 kilomètres d'autonomie, donc comparé à 1 600 kilomètres pour les tracteurs diesel. Donc ce tracteur, poids lourd est équipé donc de 2 moteurs électriques de 230 kilowatts chacun, et de 2 piles à combustible de 150 kilowatts. Il y a 2 réservoirs en fait d'hydrogène liquide de 40 kilowatts qui sont localisés ici, on les voit sur ces 2 images. Donc les problématiques qu'ils ont pu rencontrer, ça va être, le poids et la position, dans le véhicule de la pile, du groupe motopropulseur et du système de refroidissement. Donc là, on voit aussi qu'on a des problèmes de de positionnement, de place, et ils font aussi remonter des contraintes liées aux vibrations, sur les routes. Donc en ce qui concerne les partenariats, donc ils travaillent avec Air Liquide pour un prototype de station, liquide qui va être installé, en Allemagne, et ils travaillent aussi avec Linde pour le développement, d'un nouveau type d'hydrogène liquide, qui est du liquide, donc de l'hydrogène liquide sous-refroidi. Donc ils proposent une densité de stockage plus élevée, un ravitaillement plus simple, que l'hydrogène liquide. Hem Et donc là aussi avec un projet, de ravitaillement en Allemagne en 2023. Donc actuellement, les avancées du projet, donc il y a une phase de test sur, les pistes d'essai de l'entreprise en 2020 qui a été, initiée. Ensuite, il a été testé donc sur route ouverte en 2021, et donc il vise une expérimentation client en 2023 et un objectif en fait de livraison, série en 2027. Donc on va pouvoir passer au réservoir, de stockage, d'hydrogène liquide, embarqué. Donc concernant ces réservoirs, d'hydrogène liquide embarqués, on a une confidentialité en fait, autour des matériaux utilisés.
Donc on a eu assez peu d'informations. Donc en tout cas, ce qu'on a pu faire remonter, c'est que les lignes directrices pour la conception de ces réservoirs de stockage, sur poids lourds, ils sont donnés donc par une norme qui est la norme ISO, 13985. Et ensuite, pour ce qui est de la procédure de conception de ces réservoirs, ça va se jouer en 3 parties. On va d'abord sélectionner, des types de matériaux qui vont être utilisés dans la conception en fonction de certaines exigences initiales et ensuite on va faire en analyse itérative une analyse structurelle, et une analyse thermique pour voir les performances de ces matériaux. Hem donc, pour ce qui est des caractéristiques, des matériaux, de réservoirs cryogéniques, donc il faut qu'ils soient résistants à des températures cryogéniques, compatibles avec l'hydrogène, étanches donc, pour pouvoir, gérer ces pertes gazeuses boil-off, hem et tout ce qui va être isolation thermique. Donc, pour ce qui est de l'état de l'offre, donc on a quelques acteurs ici qui ont été, mis en évidence, donc avec, SAG, qui propose une offre, en Autriche, Chart Industries qui propose une offre, donc, aux États-Unis, donc on a pu, entretenir, pour cette étude. Donc, Chart Industries, c'est, des experts donc en réservoir embarqué, LNG et en réservoir stationnaire, hydrogène liquide et donc ils ont couplé en fait ces 2 expertises pour pouvoir proposer une offre, d'hydrogène, de réservoir de stockage d'hydrogène liquide embarqué. Donc c'est le HLH2, pour Horizontal Liquid Hydrogen. Donc c'est un réservoir à double paroi, pour minimiser donc, oui, les échanges thermiques, comme on a pu, le répéter plusieurs fois, pendant ce webinaire. Donc, ils ont un objectif de commercialisation, donc à moyen terme, donc avec une date qui est pas encore vraiment définie avec les partenaires, de 25 000, réservoirs, par an. Donc pour ce qui est des partenaires, ils travaillent donc avec Ballard pour la pile à hydrogène et Hyzon pour, la fourniture du poids lourd à pile à combustible. Pour ce qui est du coût d'investissement de ces réservoirs, pour l'instant, c'est confidentiel. Ils n'ont pas voulu même nous donner d'ordre de grandeur. Donc c'est vraiment en discussion avec les partenaires. Hem, donc, pour ce qui est de l'avancée du projet, ils ont présenté donc le réservoir en septembre 2021, lors d'une expo, et ils ont pu le tester donc, sur la piste de Chart Industries. Donc le premier test a vraiment été juste un test de remplissage du réservoir et pouvoir faire une preuve de concept qu'il y avait, un un hydrogène qui restait, liquide à l'intérieur du réservoir. Et la prochaine étape, ça va être une démonstration de ce réservoir embarqué dans un poids lourd, donc qui va être plutôt en 2023. Donc ils ont aussi pour objectif de fournir l'hydrogène liquide. Là aussi, on vise des autonomies de 1 000 kilomètres. Donc pour les applications, eux, ils visent donc des applications longue distance, y compris dans le domaine maritime, mais aussi longue durée, donc oui, pour les engins off-road notamment. On parle plutôt d'autonomie en heures. Donc du coup, là aussi, ils visent, eux, une application de l'hydrogène liquide et de ce type de réservoir pour l'off-road. Hem Les challenges qu'ils ont pu mettre en évidence, ça va être, oui, faire face au boil off, faire face au rechargement donc en hydrogène liquide puisqu'il y a, peu de stations qui proposent, cette technologie, actuellement. Et les problèmes liés au stationnement en fait du poids lourd en fait équipé d'un réservoir d'hydrogène liquide. Pour l'instant, il n'y a pas encore de REX, sur ces sujets-là. En tout cas, ce qu'ils nous ont fait remonter, c'est que la compacité du réservoir, c'était pas un grand challenge. Donc, pour ce qui est de l'occupation, au sein du poids lourd. Pour ce qui est des autres, axes de R&D, ils travaillent aussi donc sur la pompe cryogénique et sur, les stations de distribution, donc avec stockage liquide ou, enfin et aussi avec, approvisionnement liquide.
Donc, on va maintenant finaliser cette présentation avec les différents verrous qui ont été mis en évidence lors de cette présentation. Donc, pour ce qui concerne les stations de distribution avec stockage liquide, donc les verrous se situent plutôt au niveau de la pompe cryogénique, avec un composant qui est assez peu mature finalement, un peu en tension, puisque c'est un composant clé de ces stations. Donc, une des pistes de développement, ça serait le développement des acteurs, puisque comme on l'a vu, il y a assez peu d'acteurs positionnés sur ce sujet. L'un des autres sujets, l'un des autres verrous, ça va être l'implantation des liquéfacteurs sur le territoire, qui freine en fait le déploiement de ce type de station. Donc notamment en France et en Europe. Donc ça va vraiment être déployer les sites de liquéfacteurs sur ces territoires-là pour pouvoir avoir une offre pour ces stations de distribution d'hydrogène liquide. Mais aussi au niveau de la demande, en fait, on a l'un des enjeux, ça va être de développer les flottes de véhicules type poids lourd pour pouvoir avoir une forte demande d'hydrogène, de distribution d'hydrogène. Et donc là, ouais, développer, pour répondre à ça, il faudrait développer une mobilité hydrogène de masse. Et finalement, le dernier enjeu qu'on a pu faire remonter, ça va être la réglementation LH2 pour les usages mobilité qui est encore assez peu déployée. Donc là, ça va être vraiment mettre en place les réglementations et les normes pour pouvoir développer cette technologie. Au niveau du matériel roulant et plus particulièrement de l'off-road, on a pu faire remonter que l'un des verrous, c'était le prix de la pile à combustible versus le prix de l'engin de off-road. Et donc là encore, pour faire face à ce verrou, il faudrait développer une mobilité hydrogène de masse pour faire baisser les coûts en fait de la pile. On a pu aussi faire remonter le refroidissement de la pile à combustible qui prenait encore beaucoup de place au sein des véhicules et tout ce qui va être sensibilité de la pile à combustible, par exemple à la poussière. Donc là, il faut approfondir en fait la recherche sur la pile pour faire face à ces sujets-là. On a aussi toute la thématique formation des techniciens de maintenance pour intervenir sur ces technologies de piles. Donc là, on passera par de la formation sensibilisation à l'hydrogène pour pouvoir faire face à ces situations. Et finalement, l'un des derniers points un peu clés, ça va être l'approvisionnement d'hydrogène sur le chantier, donc avec un développement de stations mobiles pour, pour alimenter en fait ces engins off-road. Si on prend la gamme des poids lourds et des réservoirs embarqués d'hydrogène liquide, on va avoir un enjeu qui se situe donc là encore sur le poids et position de la pile à combustible et du système de refroidissement et tout ce qui va être contrainte liée aux vibrations, donc comme un peu les enjeux qu'on a vus précédemment pour le off-road. On va avoir aussi tout ce qui est boil-off de l'hydrogène. Donc là, il va falloir approfondir la recherche sur les matériaux. Euh, euh, donc à voir aussi par rapport au coût. Il va falloir contrebalancer, proposer des matériaux innovants à un coût raisonnable. Euh, il va falloir proposer une offre de véhicules hydrogène liquide embarqués. Il proposait aussi des stations de distribution avec de l'hydrogène liquide. Donc pour ça, il va falloir développer les stations liquid to liquid. Donc contrebalancer, pareil, proposer l'offre et la demande hein, qui s'influencent l'une l'autre. Et, et voir, avoir un peu des retours d'expérience sur quid d'un stationnement de véhicules équipés d'un réservoir hydrogène sur du long terme pour pouvoir déployer cette technologie. Donc, si on finalise un petit peu cette étude, pour conclure, il est nécessaire donc de contribuer à faire émerger les usages de l'hydrogène liquide donc, et les filières correspondantes, et donc passer par le développement des stations liquide to liquide qui ne sont pas matures et qui est un verrou pour le développement des véhicules hydrogène liquide embarqués. Il faut donc installer les infrastructures type liquéfacteur donc dans les écosystèmes où les usages de l'hydrogène liquide sont agglomérés. Et ensuite,
pouvoir profiter, d'un effet d'échelle, en fait, par une centralisation des projets et multiplier les interactions, en fait, pour mutualiser les infrastructures. Donc on peut estimer qu'à moyen terme, l'hydrogène liquide va se développer plutôt autour des usages, mobilité lourde et à long donc horizon 2026 et à long terme, donc à l'horizon 2035, on peut avoir une demande importante avec de l'hydrogène liquide, qui pourrait être utilisé donc dans l'aviation, par exemple. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous laisse me poser, vos questions.